l'activisme des Codeco, eh bien, quelle piste pour maîtriser ce phénomène dans l'espace, dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément en Ituri? On en parle avec notre invité, M. Christian Choukourou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Boutella, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 50. Alors aujourd'hui, cette question revient encore. On parle de l'état de siège, mais l'on ne cesse de compter des morts dans cet espace de la République démocratique du Congo. Oui, bon, je crois qu'il faut relativiser. Je considère cela comme une douleur d'enfantement, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que cet activisme et ces préparatifs ne se sont pas faits en une semaine ou un mois. Il y a eu le temps, malheureusement, nous Congolais, on a toujours été distraits. Nous avons toujours l'habitude de construire les murs au lieu de s'occuper de la fissure. Nous sommes dans les superficiels pendant que des officines, sur le plan international surtout, elles n'arrêtent jamais à réfléchir sur comment nous fléchir. Et donc, je pense que la question de l'insécurité à l'Est de manière générale est le fruit d'un plan longuement préparé et concocté. Et je crois que l'unique solution aujourd'hui, c'est cet état de siège. Évidemment, qui demande de réglage à chaque étape. C'est-à-dire essayer de voir là où il y a des failles et essayer de recadrer pour aller vers la sécurité sur cette partie devenue ventre mou de la République. Je me rappelle encore, Joseph Kabila l'avait dit, on devrait aujourd'hui parler des mouvements terroristes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, par exemple, si on voit de l'autre côté à Goma, où il y a des explosifs, des explosions artisanales, et puis on se dit finalement, nous tendons vers cela. Donc il y a une certaine mutation des choses. Est-ce que l'on ne devrait pas, comme vous l'avez expliqué, réactualiser le système à chaque fois aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas rester sur un même plan alors que eux sont en train, un peu comme un virus, en train de muter à chaque fois? Absolument. On a eu à le dire à maintes reprises, cette guerre que nous avons, elle est en tout cas pluridimensionnelle, elle est asymétrique. Ce n'est pas une guerre naturelle où un militaire ou un général peut prendre une carte et dire l'ennemi à tel point, on doit attaquer par tel moyen, telle artillerie. Nous sommes face à un terrorisme longuement préparé, justement pour un objectif, tout le monde le sait, c'est la balkanisation, qu'on le veuille ou non, qu'on soit distrait ou non. Donc, il faut absolument que les tactiques de guerre puissent s'adapter à cette asymétrie de cette guerre que nous connaissons, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de choix, nous devons gagner, nous devons mettre hors d'état de nuire cette force du mal. Il est clair qu'il faut adapter à chaque étape les faiblesses, essayer d'adapter les techniques à la réalité de cette guerre que nous avons, cette guerre terroriste que nous avons à l'Est de la République. Alors ne craignez-vous pas que l'armée, je ne voudrais pas dire qu'elle soit limitée, mais il ne faudrait pas qu'il y ait, je dirais, une adaptation des choses. C'est-à-dire, au-delà de l'armée, penser réellement comment résoudre ce phénomène terroriste qui est en train de prendre corps aujourd'hui. Parce qu'on ne parlera pas des rebelles. Forcément, on se rend compte qu'à un moment donné, avec tout ce qui se passe, qu'il y a aussi, on a vu les images, l'arrestation, c'est la population elle-même au sein des communautés. Il y a des personnes qui évoluent avec ces mouvements. Exactement, c'est là où donc j'en appelle au président de la République, garant de notre Constitution et garant des bons fonctionnements des institutions, de tout mettre en œuvre pour non seulement engager les réformes tant voulues au niveau de nos services de sécurité. Là, je vais mettre un accent particulier sur nos services de renseignement. Parce que dans une guerre, si les États-Unis sont États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un budget conséquent dans les domaines des renseignements. C'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas seulement au niveau du territoire américain, ils ont même ces services au niveau, à l'extérieur du territoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent même étouffer. Vous avez suivi récemment une attaque qu'ils ont menée en Syrie, où ils sont allés attaquer les responsables du groupe terroriste. C'est-à-dire qu'ils ont quitté les États-Unis avec des militaires
Et ils ont organisé une opération dans un État, la Syrie. Nous devons avoir ces moyens-là, sinon nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et c'est là où j'en appelle aussi à la responsabilité au niveau de l'entourage du chef de l'État. Encore une fois, je crois que je dois paraphraser mon prédécesseur sur ce plateau. Monsieur Gabriel Monti. Le chef de l'État doit ouvrir les yeux et les bons. Parce que, en tout cas, le président Kabila, en 2006, il avait les soutiens populaires à cause du crédit qu'a laissé Mouzé. Il était aimé de tous. Il a suscité des espoirs. Et malheureusement, cet espoir a été finalement, est devenu désespoir. Et vous savez comment il est parti. Ce n'est pas qu'il a fait, tout ce qu'il a fait était mauvais, mais il n'a pas su saisir ces crédits qu'il avait par Mouzé et aussi par le fait qu'il ait réunifié les territoires. N'oubliez pas que les pays étaient émiettés. Donc il avait ses crédits en 2006. Malheureusement, ceux qui ont été autour de lui ne l'ont pas aidé à garder ses crédits. Ce qui l'a tué, c'est cette passivité à voir les gens parce qu'ils me soutiennent politiquement, ils peuvent voler, donc il n'y a pas de problème. C'est la même chose, Madame Boutella, qui a tendance à se répéter à côté du président de la République. Le président de la République, Félix, a suscité de l'espoir, et je pense qu'il continue à susciter l'espoir. Mais attention, le président Kabila avait suscité aussi l'espoir, on sait comment il a fini. Il y a risque qu'il finisse de cette manière s'il pense que ses conseillers ont la situation générale, la perception générale du pays. Attention, attention. Mais comment dissocier cela? Comment dissocier l'aspect politique où déjà, je dirais, l'actuel président se voit briguer un deuxième mandat, avoir une majorité parlementaire, c'est-à-dire avoir une autre vision, c'est-à-dire arriver à avoir une mainmise, par exemple, sur le Parlement, sur le Sénat, et au finish avoir la majorité aussi, comment dirais-je, les différents gouverneurs. Comment associer cette vision et la réalité dans les différents domaines, dans les attentes plutôt de la population? Il ne faut pas être à l'écoute de ces bandits tout autour. Je dis bien pas tout le monde, mais certains bandits tout autour de lui. Il faut être à l'écoute du peuple. Parce que quand on a tendance à écouter ceux qui sont autour, on oublie la réalité des terrains. Surtout que ça s'est dit, il y a des détournements, il y a des choses qui ne marchent pas à cause de cet entourage. La population entend. Mais la suite, il n'y a pas. Je dis toujours que le changement des mentalités étant décrié, on n'a pas besoin de panneaux, on n'a pas besoin de publicité à la radio et des millions que cela engloutit. Nous avons besoin de l'exemplarité du sommet à la base. Tenez, madame, vous avez un chauffeur de 207 sur la route qui voit un ministre avec gyrophare emprunter le sens contraire. Et vous venez demander à ces 207 de ne pas couler au sens contraire. Mais on attendra longtemps pour que ça puisse changer. Vous avez autour de vous des gens qui volent, qui détournent l'argent du contribuable congolais. On dénonce. On entend qu'ils soient déférés devant les cours des tribunaux. Non, ils sont toujours là. Il n'y a pas de suite. Mais cet agent de l'État, la fonction publique, comment va-t-il avoir peur de l'argent public? Par des panneaux, changement de mentalité, ah non, il ne faut pas rêver. Mais comment appliquer ce réalisme sur terrain? C'est ça, c'est être pragmatique. Pour être pragmatique, il faut écouter le peuple. Parce que le pouvoir émane du peuple. Et cela peut aider à rectifier ou non votre vision par rapport à aux actions politiques que vous menez. Mais quand vous n'écoutez pas, c'est dangereux. Tout le monde décrit la taxe entre guillemets, parce qu'il n'en est pas une rame. Le Parlement s'est prononcé là-dessus. Le bas peuple a parlé. Toutes les couches de la société civile ont parlé de cette question. Mais pourquoi on continue à nous couper cet argent? Si la République a besoin d'argent, il y a plusieurs manières d'avoir l'argent. Il y a certaines réformes qui peuvent nous apporter, qui peuvent aider les caisses de l'État
à avoir suffisamment de moyens pour justement financer l'action publique de l'État. Est-ce que vous avez l'impression que la classification de choses n'est pas respectée apparemment? Les priorités ne sont pas priorisées. C'est ça malheureusement, et tout cela passe par le fait que nous avons des textes mais qui ne sont pas respectés. Mais encore une fois, qui fait respecter nos lois? C'est les garants de la Constitution. C'est les garants du bon fonctionnement des institutions de la République. Quand il y a un couac, il faut rectifier. Il ne faut pas persévérer dans cette situation qui vous met en désunion avec le peuple. Je rappelle que Kabila avait les crédits du peuple. En 2006, donc en commençant par 2001, là parce qu'il avait encore le crédit de Mouzé qui venait d'être assassiné, et 2006, parce qu'on a vu en lui l'artisan de l'unité nationale, parce qu'il a réunifié le pays. Et ça, c'est un actif que personne ne lui enlèvera. Mais ça n'a pas empêché que la rue réclame son départ. J'ai peur que Félix Tshisekedi, avec les crédits de son père, de heureuse mémoire, le docteur Étienne Tshisekedi, avec ses crédits, j'ai peur que dans les années à venir, il puisse perdre ses crédits. Vous allez aujourd'hui condamner les politiques. Et c'est ça mon cri d'alarme. J'ai toujours soutenu le président de la République, mais nous sommes entrés, lorsque vous essayez de comparer Kabila et lui, je sens qu'il suit directement cette voie-là. Et c'est dangereux. C'est une descente aux enfers. Vous allez condamner aujourd'hui les politiques. Mais nous sommes là-bas en état de siège. Nous avons les gouverneurs militaires qui font des actions comme des politiques, qui inaugurent les ponts, qui vont voir les nécessités. Est-ce que c'est un réel problème des politiques aujourd'hui? Parce que là, on se disait, avec les gouverneurs militaires, c'est plus des actions militaires, c'est moins de télé, moins de ceci, mais apparemment, ils adorent aussi cette visibilité. Oui, la question, le gouverneur militaire fait son travail, que lui confère l'acte Léa nommé, c'est normal, mais il a besoin de moyens. Vous n'avez qu'à voir l'état de nos militaires sur terrain. Si vous voyez bien, l'état des sièges n'a connu que sa force par l'arrivée des troupes ougandaises. Je suis heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, l'armée ougandaise a pilonné une bastion de groupes rebelles Codeco à Irumu. Mais nous n'avons pas les mêmes moyens. Alors qu'on attend des détournements de millions de dollars qui pouvaient être affectés au niveau de ces militaires. Vous avez des militaires qui sont tués, mais il faut voir comment ils sont enterrés. Ça décourage les troupes sur terrain. Et ça, nous devons le dire. Parce que nous voulons que les choses marchent. J'ai toujours soutenu l'état de siège. Mais il y a ce qui doit... L'appui doit suivre. Les millions qui sont en train d'être détournés. S'ils sont mis à disposition de ces militaires, Dieu seul sait si nous ne pouvons pas venir à bout de cette machine de la mort qu'est les Codeco et les ADF. Dieu merci. Certaines têtes sont en train de tomber, mais j'en appelle encore une fois à un appui suffisant pour que le militaire qui est sur terrain essaie de s'y mettre à corps et âme pour que on en vienne au bout de ces forces du mal qui endeuillent notre population. Christian Choukourou, malheureusement, qui endeuille notre population. Christian Choukourou, merci d'avoir été de notre ce soir. Merci, madame. Je retiendrai ouvrir l'œil et le bon et rectifier les choses pendant qu'il est encore temps. Nous avons abordé la question de remaniement du gouvernement dit des Warriors, gouvernement un remaniement partiel ou total. Nous avons également abordé la question de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, plus précisément le cas de Kinshasa avec ce drame de Matadi Kibala. Et aussi la question de la CENI, eh bien, c'était avec M. Gabriel Mokia, président du MDECO. Et puis nous avons clôturé avec l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo avec M. Christian Choukourou. Nous avons évoqué l'activisme de Codeco. Quelle piste pour maîtriser ce phénomène? Dans quelques instants, la grande édition du journal d'Amila Bayombo. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.